Réconcilier économie, sociale et politique. Une gageure ? Entre économie, sociale et écologie, les équilibres et les arbitrages sont souvent difficiles. Une émission dans la droite ligne de l'éducation populaire, point de polémique, juste des faits et des points de vue. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre réflexion sur l'articulation entre économie sociale, politique et culture, en présence de Benoît Carrel, Sylvain Delfaux et Rodrigue Bertrand. Après avoir exploré les enjeux de la culture, nous tendons aujourd'hui l'oreille vers un média à la fois ancien et résolument moderne, c'est la radio. Et plus précisément, la radio associative, un média libre, local, ancré dans les territoires, qui donne la parole à celles et à ceux qu'on entend peu ailleurs. Comment ces radios fonctionnent-elles ? Quel est leur rôle dans la construction du lien social et du débat public ? Quelle place pour elles dans un avenir de plus en plus numérisé ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble en compagnie d'acteurs de terrain engagés. Nous allons les écouter. On va essayer de parler un peu de radio parce que c'est quelque chose aussi d'important. Alors la radio, vite fait, je vais faire un historique vite fait. La première émission de radio, c'est en 1898, c'est très très vieux. Et puis après, la Tour Eiffel a joué un rôle très très important à la radio puisque tout simplement, ils ne savaient pas où mettre les antennes, les premières antennes, etc. Et c'est Eiffel qui a dit, faites ça sur ma Tour Eiffel. Et c'est pour ça que la Tour Eiffel est restée d'ailleurs, parce qu'autrement, elle aurait été démantelée. Voilà, et donc ça c'est intéressant. Et puis après, l'usage de la radio, c'était d'abord avant tout militaire et maritime. Puis petit à petit, on est venu vers d'autres choses dans les années 40, et en particulier après la guerre, où on a estimé que la radio c'était important, puisque pendant la guerre, elle a eu un rôle très très important, aussi bien pour les Français résistants que pour les Français les autres, puisque les deux radios étaient concurrentes d'ailleurs. Et donc on a étatisé les radios, parce qu'on a trouvé que c'était important, mais qu'il fallait quand même les maîtriser. Et puis à partir de là, il y a eu un monopole pendant très très longtemps, hein. Et puis sont venus des radios pirates, parce que il y avait des gens qui disaient moi aussi je veux faire de la radio, tout simplement. Et il y a eu plein de radios pirates. Et puis également à un moment, l'histoire de la radio c'était français, c'est-à-dire que chez les Français on ne pouvait avoir que de la radio nationale. Donc on allait en Belgique, on allait à Andorre, etc., pour mettre des antennes et puis diffuser à Monaco pour diffuser en France, RTL, etc. Vous connaissez bien ce qui est arrivé. On appelle les radios périphériques. Les radios périphériques, exactement. Puis après on a ouvert un petit peu plus avec Europe 1, etc. Et c'est en 1980 à peu près, je vais vite, bien entendu. Oui, très vite. Je vais très vite, mais on n'a pas trop le temps d'aller moins vite. En 1980-81, on a créé ce qu'on appelle les radios libres. Alors, Radio Laser ne fait pas partie des radios libres. Elle est venue un petit peu après, puisqu'elle a 33 ans, quelque chose comme ça. Alors, en fait... tu peux corriger ce que j'ai dit. Non, je ne corrige pas, tout est bon. Juste pour dire, on n'a pas créé les radios libres, ce sont les radios libres qui se sont créées. On va dire qu'il y avait les radios pirates, et à un moment donné, par opportunisme, à l'époque, donc Mitterrand a décidé de libérer la bande FM, libéraliser la bande FM, et donc a autorisé les radios, avec des radios libres de l'époque qui sont devenus des gros mastodontes de la radio. Il y avait des millions de personnes dans la rue pour Énergie à l'époque, pour une radio libre, avec Dalida et compagnie. Aujourd'hui, c'est devenu une radio, on va dire, privée, commerciale, qui fait de l'argent, qui a investi, etc. Bon, bref. Après, Radio Laser est arrivé dans les années 90 parce que il y a eu des plans FM, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes les radios pirates qui se sont transformées, plein de radios qui se sont arrêtées parce qu'il n'y a pas de modèle économique, et des radios libres, associatives, pirates, qui sont devenues, comme je disais, des radios commerciales, donc certaines nationales, certaines plus locales.
Et que ça marche pas pour tout le monde. À un moment donné, il faut de l'argent pour faire vivre une radio, donc il y a des radios qui se sont arrêtées. Et donc le CSA à l'époque, qui est devenu l'Arcom, a décidé d'ouvrir des plans de fréquences en donnant ce qu'on appelle la ressource. C'est la ressource qu'on a, elle est gratuite. Attention, faut dire, Énergie, quand ils émettent gratuitement. Enfin, il n'y a pas beaucoup de business où tu as ta ressource qui est gratuite. Tu vas pas acheter un truc pour le revendre un peu plus cher, mais tu l'as acheté de base. Là, tu prends la fréquence et tu en fais ce que tu veux derrière. Tu as une autorisation, etc. Donc la radio, il y a eu... voilà. Donc nous, à un moment donné, les plans de fréquence, il y avait des nuits bleues. Alors, c'est pas où il y avait des attentats à l'époque. C'était où on redécoupait les fréquences sur des zones, parce qu'il y a tout un truc technique, il faut que ça soit espacé de temps, de hertz et compagnie. Et donc, nous, dans les années début, 91, il y a eu un appel à candidature pour appel à fréquence. Donc, nous, on a répondu. Moi, j'étais tout jeune à l'époque. On a répondu et on a eu une autorisation. Donc, dans la nuit du 12 au 13 mai 1992, on a été obligé d'émettre la première fois quand même. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, OK, on vous autorise, mais il faut émettre quand même le premier jour pour qu'on capte bien que votre radio existe. Et puis, il y avait, par exemple, Canal B qui était à Bru, a changé de fréquence. Ils sont arrivés sur une autre fréquence. Toutes les radios ont été un petit peu redistribuées en Bretagne. Et voilà, et ça a été le cas partout en France. Donc, en fait, il y a une première vague de radio qui date des années 80 et une deuxième vague qui on va dire, entre 86 et 95. Et il y en a encore plein de nouvelles. Hein. C'est-à-dire que d'année en année, il y a plein de nouvelles radios, puisque là, maintenant, on est en DAB+. Il y a des zones où il y avait quoi, pas... DAB+, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas bien. C'est Digital Audio Broadcast. Et en gros, c'est... là, aujourd'hui, on peut nous écouter en FM. Et donc c'est de l'analogique et c'est la même chose, c'est toujours en hertzien, donc tu nous captes toujours avec un poste, mais en numérique, donc avec une qualité meilleure. Alors tu pourrais me dire, ouais, mais aujourd'hui on a Internet, ça suffit. Oui, mais Internet, ton auditeur est obligé d'avoir un abonnement Internet pour t'écouter. En fait, si tu payes pas de la data, t'as pas de data en fait. Je veux dire. Donc en fait, nous, la seule différence, c'est qu'on est libre, gratuit et anonyme. C'est-à-dire que quand les gens nous écoutent, c'est libre, c'est gratuit et pour nous, il est anonyme, l'auditeur. On ne sait pas qui il y a derrière, en fait. Donc, en fait, tu n'es pas pisté avec tes datas. Alors, lui, il a cliqué sur ce lien-là, je vais lui vendre de la pub. Donc, voilà un petit peu. Donc, le DAB+, c'est l'évolution de la FM. Alors, c'est sur d'autres fréquences, peu importe. Hein. C'est trop technique, là. Mais voilà. Donc, en fait, là, il y a encore de nouvelles radios, parce qu'il y a des zones blanches en France. Il n'y a rien. Où il y a pas grand-chose, en tout cas. Il y a les territoires d'outre-mer, où là, il y a quand même des gros besoins. Donc, tu vois, voilà, ça se développe encore. Il y a encore un vrai besoin, en tout cas. Et donc, voilà, là, la radio existe toujours. Elle est multi-support, par contre, mais elle existe toujours. Alors, c'est plus les radios libres, c'est ce qu'on appelle des radios locales, maintenant. Alors, en fait, il y a on a ce grand débat, nous le syndicat s'appelle Syndicat National des Radios Libres. Ça a un peu une connotation années 80, donc il y en a qui disent, bon, ça existe toujours. Bah ouais, bah en fait, telle radio, c'est une radio, moi, ma radio, ah ouais, c'est vrai. Donc, il y a, voilà, radio associative, ça fait tout de suite, oui, bah en fait, c'est des petites radios, machin, alors que c'est le nom qu'on a à l'Arcom. En fait, on est des radios de territoire, quoi. Peu importe. Oui. Quand on va dans un théâtre, on se dit pas, bah lui, c'est un théâtre privé, machin, un truc qui a un tel, ou enfin, on va au cinéma, on va, tu vois. Enfin, donc nous, on est une radio de territoire. Voilà. On est la radio du premier kilomètre ou du dernier kilomètre, comme on veut, mais on est la radio du circuit court. Ça fera plaisir à Benoît. Mais en tout cas, voilà, on est la radio des territoires. Donc, et comme les territoires sont tous différents. Toutes les radios associatives, et c'est ça qui est excellent, enfin, en tout cas c'est pour ça que moi je le défends et que je m'investis dans le syndicat, parce que je rends ce que la radio m'a donné, c'est de me dire, les territoires ils sont tellement multiples qu'à chaque fois que je rencontre des gens de radio, le projet il est différent et c'est génial, quoi. Bien sûr, il y a autant de radios que d'idées dans les têtes, quoi. Ouais, c'est ça. Et de problématiques. Je veux dire, une radio ici, par exemple à Guichin, le projet sera différent d'une radio à Rennes. Et tu vas un petit peu plus loin en France, il va être différent parce que les gens vivent différemment, parce que je sais pas. Enfin voilà, c'est des radios de territoire. Oui. Alors. Si on prend l'exemple de Radio Laser, qu'on connaît un petit peu mieux que le reste, en plus, vous avez beaucoup de bénévoles qui travaillent, comme moi ici, pour faire des émissions, etc. Donc, c'est-à-dire, vous êtes très implanté dans le territoire, parce qu'on parle énormément du territoire et de son fonctionnement, et puis ce sont les gens du territoire qui viennent en parler de la meilleure façon, comme aujourd'hui, avec vous trois. Au niveau, je sais qu'à un moment, vous avez un petit souci au niveau du financement encore du ministère. Ce serait intéressant que vous disiez la bataille que vous avez eue, parce que en tant que président du syndicat... Ouais, petit souci, je ne sais pas si on peut dire petit souci. Je ne sais pas. On a, en gros, le projet de loi de finances qui est sorti pour 2025, donc en novembre. Le budget de la culture ne baissait pas.
Et il y avait une ligne qui baissait, c'était celui des radios associatives, de 35%. Et en gros, le FS... Donc nous, on considère que c'est pas une subvention, c'est une dotation qu'on a, en fait. Pourquoi je dis ça ? Parce que le deal, c'est, vous êtes une radio de territoire, vous avez dans la loi de 86, donc qui fixe, c'est la communication sociale de proximité, donc tu disais, avec les gens, on fait de la radio pour les gens, avec les gens, ils viennent, etc. Le deal, c'est, on fait pas de pub, on laisse aux radios commerciales la possibilité d'aller capter la pub, et nous, en échange, on a le fonds de soutien, d'accord ? Donc une dotation, c'est-à-dire que le deal, c'est, vous faites pas ça, vous faites ça, et en échange, on vous finance. Et du jour au lendemain, quelqu'un, on ne sait pas qui encore, mais on va le savoir un jour, a décidé d'enlever 35% de cette dotation, qui correspond à peu près à au moins un salarié par radio. D'accord. Parce que le FSER, le fonds de soutien, c'est 40 à 50% du budget d'une radio. Parce qu'en plus, dans le deal, c'est le budget maximum d'une radio, c'est 220 000 euros. Donc en fait, tu vois bien que 220 000 euros, ça peut paraître beaucoup quand on est un citoyen, mais pour une structure, c'est pas grand-chose. En fait, quand tu payes les charges, tu payes, etc., au bout d'un moment, il reste plus grand-chose. Et 220 000 euros, ça fait des années que c'est le même niveau. Donc comme il y a un peu d'inflation, comme il y a un peu de charges. Donc ça va vite que tu dois faire, et puis tu dois faire toujours plus. Donc, et quand je dis 220 000 euros, c'est parce que le FSER nous donne. C'est les 220 000 euros, c'est maximum, notre budget maximum. Donc, tu vois, en fait, c'est rapide. Donc, en fait, le deal, il était simple. Et à un moment donné, quelqu'un nous a dit, donc on s'est beaucoup battu. On a mobilisé tous les élus, les parlementaires, le Sénat. Voilà, le gouvernement est revenu en arrière. Donc, est-ce que c'est Bercy qui l'a décidé ? Est-ce que c'est le ministère de la Culture ? En tout cas, il y a eu une mobilisation des parlementaires qui ont fait pression. Exactement. Et le gouvernement a une majorité et écoute, évidemment, doit écouter ses parlementaires. Ils ont dit qu'ils avaient fait, oui, ça, ils s'étaient pas rendu compte du truc, enfin, en tout cas. Mais il y a quand même quelqu'un, à un moment donné, qui a, je veux dire, dans le budget, on peut se dire, c'est beaucoup, 35%, mais en fait, pour le ministère de la Culture, c'est rien, c'était peanuts. Dans le budget, c'est 30 millions pour toutes les radios. Donc, en fait, 10 millions, c'était 10 millions en moins, un tiers de notre sur budget. 4 milliards. Sur 4 milliards, c'est pas grand-chose. Voilà. Alors, on pourrait se dire, si tout le monde baisse, tu baisses, on baisse. Sauf que là, il n'y avait que nous qui baissions. Donc, à un moment donné, il y avait un truc qui n'allait pas. Et je crois que au gouvernement, depuis quelques années, là, il y a parfois des personnages qui considèrent que en fait, ils ont un tableau Excel. Les radios, c'est bon, les radios ça fonctionne, et les radios commerciales, pourquoi avoir des radios associatives ? Ils savent pas ce que c'est en fait, surtout à Paris. Tu vois. Il y a une méconnaissance totale du rôle des associations, la réalité dans les territoires où il n'y a rien d'autre. Non, mais c'est il y a la mairie, puis il y a des assos. Bien sûr. Le temps qu'ils bougent, quoi. De la même façon que pour les intermittents du spectacle, pour un certain nombre de fonctionnaires, ça n'a pas de sens, quoi. Non, puis pour la liberté de la presse, on peut dire que il y a quand même des territoires où, à part la radio associative, il y a pas grand-chose, en fait. Faut le dire. Ici, on se dit, il y a Ouest France, il y a machin, mais en fait, mais il y a des territoires où il n'y a vraiment pas grand-chose. La radio est vraiment le centre d'information locale. Et alors, effectivement, mais de notre existence, de la création de nos radios, on fait le pluralisme en France existe si les radios associatives existent. Parce qu'on peut dire, oui, mais regarde, il y a des diversités à la télé. Non, mais enfin, c'est toujours les Parisiens qui parlent aux Parisiens. Voilà. Sauf que nous, on est la diversité, comme tu disais tout à l'heure, des territoires. C'est-à-dire que les gens qui ont envie de discuter au niveau du territoire, ils vont pas aller à Paris parler sur les grosses télés ou machin et tout. Ils vont venir dans la radio locale. Donc, notre existence est égale le pluralisme. Tout à fait. Alors voilà, donc deux exemples d'importance de la culture, les intermittents, la radio. On va changer un tout petit peu de sujet, on va être assez court parce qu'on a été déjà un petit peu long. Voilà. On est bavard en même temps. On est bavard, c'est pas grave. Moi, je voulais parler un petit peu de la notion d'écologie, parce que la mission s'appelle économie sociale et écologie. Et comment s'immisce l'écologie dans la culture ? Qui veut en parler là-dessus ? Vas-y, Benoît. Moi, je veux bien en parler parce que je suis moi-même écologiste. Donc, je me suis... dès que je suis rentré en fonction, c'est quelque chose qui m'a effectivement beaucoup guidé. On a la chance à Rennes, dans une ville où le secteur culturel est assez conscient de
son rôle, de son impact sur l'environnement. En tout cas, on a très vite mis en débat cette question-là de l'éco-responsabilité, ce qu'on appelle l'éco-responsabilité. Chacun, on est responsable des déchets qu'on produit, qu'on jette dans la nature, de nos consommations d'énergie fossile qui ne sont pas renouvelables. Voilà, on a un impact sur l'environnement et les spectacles, et particulièrement les festivals, qui sont des grands rassemblements qui attirent des milliers de personnes, qui viennent parfois de très loin. Effectivement, le bilan carbone de ces rassemblements, c'est assez déplorable. Donc, grâce à cette conscience qu'il y avait quand même les organisateurs ont une responsabilité, on a pu mobiliser effectivement, mettre autour de la table tout le monde pour réfléchir comment on peut agir pour réduire l'impact carbone de nos rassemblements, comment on peut agir dans la conception, la réalisation, la production de spectacles, comment on peut réduire effectivement l'utilisation de matériaux, est-ce qu'on peut mettre dans une économie circulaire effectivement tout ce qu'on utilise pour que ça soit réutilisé, comment on peut réduire effectivement l'utilisation de plastique. Voilà. La première chose qu'on a fait à Rennes, et je trouve que c'est un peu partout en France, c'est les fameux gobelets. En plastique. En plastique, oui, c'est toujours en plastique, mais par contre, on peut les réutiliser. Voilà. On les utilise pas une fois, on les utilise 50 fois. Avant, ils étaient en plastique fin et ils étaient jetés. Ils étaient jetés. Voilà, on se souvient. Les champs entiers de plastique par terre. C'est fou, quoi. C'était couvert de gobelets en plastique. Ça remonte déjà dans les années, c'est le collectif des festivals, on a la chance d'avoir un collectif des festivals engagé pour le développement durable en Bretagne qui a réfléchi à des dispositifs justement pour réduire un peu les déchets. Donc la première chose, c'était mutualiser un stock de gobelets réutilisables. C'est Rennes Métropole qui a acheté effectivement des dizaines de milliers de gobelets réutilisables qui étaient utilisés par les festivals à tour de rôle. Donc il y a une vraie prise de conscience de ça. Peut-être tu veux en rajouter? Non, j'ai un truc à dire sur les radios parce que après, je sais que tu voulais dire des choses. Oui, la coordination des intermittents et précaires, c'est quelque chose aussi qu'on essaie maintenant de mettre en avant, et même, je dirais, par l'essence même de ce qu'on défend, c'est-à-dire que nous, comme on défend l'intermittence de l'emploi, c'est-à-dire le fait de ne pas être en emploi à tout le temps, on considère que ça, c'est aussi un positionnement dans notre société, c'est-à-dire de ne pas être dans une vision des choses où il faudrait produire tout le temps, produire des biens en permanence. Je pense qu'on a à avoir du recul par rapport à ça. Est-ce qu'on doit être tout le temps en train de produire des choses? Ça, c'est le premier point. Et sur le deuxième point, Benoît mettait en avant le rôle des festivals là, qui ont été, moi je trouve, un peu moteur sur la culture, sur l'industrie culturelle en Bretagne, parce que je parlais surtout de la Bretagne là-dessus. Et nous, à la CIP, on avance aussi le fait que maintenant, il faudrait que sur les institutions, et notamment sur le subventionnement public aux compagnies, au théâtre, je parle surtout des compagnies là, qui présentent des spectacles, il y ait des données liées à ça. C'est-à-dire pour moi, par exemple, on doit pouvoir plus aider une compagnie qui fait travailler les gens en train plutôt que de les faire se déplacer en fourgon. Et ça, les institutions publiques, elles ont facilement moyen de voir ça, parce qu'au bout de chaque année, c'est très facile de voir vous avez fait combien de kilomètres avec votre fourgon, vous avez fait combien de kilomètres en déplacement en train. Et aller vers ça, c'est-à-dire pour pouvoir qu'il y ait du subventionnement public qui soit lié à ça. C'est presque un questionnement pour toi, là. Je suis obligé de te laisser une réponse, Benoît. On a un plan d'action à la ville de Rennes qui est très, très engagé. Et puis, je crois qu'on est les villes écologistes, on est quelques-unes comme ça, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Tours. On est particulièrement actifs dans ce domaine. On a un slogan, c'est renoncer, réduire, compenser. Si on peut renoncer à une initiative qui est vraiment avec un bilan carbone, c'est déplorable, il faut renoncer. On renonce, par exemple, on réduit le nombre d'expositions au musée des Beaux-Arts. On est passé de 3 à 2. On rallonge la durée des expositions, mais on n'en fait plus que 2 et non pas 3. En fait,
Pour les citoyens, ça change pas grand-chose. Là, en l'occurrence, c'est des expos, donc il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas énormément d'emplois. Et ça réduit le nombre de matériaux utilisés pour les expositions. Ça réduit les transports d'œuvres, qui sont assez énormes. De la même façon, les festivals réfléchissent à réduire ou en tout cas contenir les jauges. Enfin, il ne s'agit plus maintenant, et on ne veut pas que les festivals s'agrandissent. Enfin, on veut qu'ils restent dans une jauge raisonnable. C'est vraiment un changement, parce que à un moment, au tout début des festivals aussi, les vieilles charrues, etc., l'intérêt, c'était de grossir. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. On dit il faut contenir. Non, est-ce que c'est ça? Après, chacun est libre. Hein. Moi, je pilote une politique culturelle d'une collectivité. Notre responsabilité publique, elle est de réduire l'impact. Voilà, de construire un futur soutenable pour les générations futures. Hein. C'est notre responsabilité. Donc, les festivals, on leur dit, si vous voulez continuer à être subventionnés et aidés par la collectivité, n'augmentez pas vos jauges, travaillez sur les transports de vos publics. Est-ce que vous pouvez mettre en place des navettes pour réduire les déplacements en voiture? Est-ce que vous pouvez, plutôt que de faire un gros rassemblement avec 40 000 personnes, en faire 10 dans l'année avec 4 000 personnes, beaucoup plus de proximité, rapprochez-vous des gens. Donc évidemment... avec moins d'impact écologique. On aura moins, sans doute, de grandes stars sur le territoire. Est-ce que c'est grave? À Rennes, on a toujours vécu... on n'avait pas de grande salle à Rennes. Dans les années 80-90, on avait la plus grande salle, c'était la salle de la Cité. On était très contents, avec une multitude de concerts à l'année. On en avait plein. Mais par contre, pas de stars. On allait à Paris ou à Nantes, effectivement. Voilà. C'était pas super non plus. Mais... C'était encore à l'époque. Et après, on fera un rapide tour de table pour savoir quel est votre idéal dans le domaine de la culture dans les 5-10 ans. Je te laisse parler, Sylvain. Oui, non, c'était pour dire, tu parlais tout à l'heure du collectif des festivals. C'est vrai que nous, alors au niveau des radios, on s'est rapprochés, on est en train de monter un projet qui s'appelle Ondes Durables pour effectivement réduire notre impact écologique dans les radios, même si... Je reste persuadé que, en fait, émettre en hertzien comme on émet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un émetteur qui émet pour plein de gens, ça consomme beaucoup moins que écouter la radio sur votre téléphone, en fait. Alors, malheureusement, aujourd'hui, les gens écoutent tout sur leur téléphone. Là, il y a un impact hyper important, alors qu'écouter sur un vieux poste de radio, il y a moins d'impact. Donc voilà, je laisse juste ça en disant, je laisse la question en suspens. Ressortez vos vieilles radios. Mais non, mais voilà, en fait, aujourd'hui, quand j'entends que les gens ils regardent ne serait-ce que la télé sur les box plutôt que de regarder en hertzien, alors que le hertzien existe, je comprends pas en fait, parce que les box, tu utilises de la data, donc tu utilises de la consommation, des grandes banques de données en fait, donc c'est complètement débile. Mais bon, après voilà, je pose ça comme ça, donc on a accompagné effectivement. Enfin voilà, on s'est rapproché d'eux et je pense que c'est c'est pas mal d'aller vers ça parce que et puis alors, après tu disais les collectivités. Nous par exemple, sur la SCOL, on fait de la formation. Donc on est en marché public avec la région Bretagne. Et la région Bretagne demande qu'on ait un RSE. Donc en fait, on a et je pense RSE, ça veut dire quoi? Ça veut dire responsabilité sociale et environnementale, sociétale ou sociale environnementale. En gros, c'est la qualité de vie au travail, c'est l'égalité femmes-hommes, c'est l'impact sur l'écologie. Mais je pense que c'est important en fait à un moment donné, un euro investi dans la culture. Aujourd'hui, on peut avoir un RSE en place. Il y a des petits trucs qui marchent quoi en fait. Et puis en plus, il y a quand même des gens qui ont travaillé là-dessus, qui peuvent nous accompagner. Donc allons-y quoi. Puis l'important, c'est d'avoir ça dans sa tête et puis d'essayer de poursuivre petit à petit en fonction de ses moyens, de ses possibilités et de ses réflexions pour aller vers une écologie de plus en plus responsable. Est-ce qu'on revient sur la dernière question, sur l'avenir? Qui veut commencer? N'importe. Moi, après, avec la coordination des intermittents et précaires, nous, ce qu'on voudrait pour le futur de la culture, c'est qu'il y ait une prise de conscience globale de la société sur qu'est-ce qu'on veut faire.
vers quel type de société on veut aller. C'est-à-dire les décisions politiques là, qui sont prises en ce moment, qui ont été prises en région Pays de Loire, qui ont été prises aussi au conseil départemental de l'Hérault, qui est malgré tout un conseil départemental socialiste, mais il y a eu quand même des baisses. Les politiques s'occupent de la culture. Comme souvent on dit, vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Et là, il y a certains politiques qui commencent à s'occuper vraiment de la culture dans le sens où à supprimer des choses qui étaient en place pour que le résultat de tout ça, c'est que l'offre va s'éteindre. Et donc, il faut que les gens... nous, on essaye de réveiller déjà les gens du domaine culturel, mais globalement, il faut que les gens se réveillent par rapport à ça, je pense. Parce que tant qu'on ne fera pas pression sur certains politiques qui commencent à maquiller ça, justement, en termes de courage, c'était le cas de Christelle Morancet à Pays de la Loire, c'est devenu un marqueur politique. C'est-à-dire de dire, moi, j'ai le courage de mettre un pied dans la fourmilière, d'enlever l'argent à ces gens qu'elle considère comme étant, ne créant pas d'emploi, n'étant pas essentiel. Et donc, voilà. Là, il y a un parti pris à prendre sur ce qu'on veut pour les prochaines années. Et c'est maintenant. Parce que, là, on parlait tout à l'heure de la région Bretagne qui a maintenu son subventionnement culturel à la différence de... Mais ils en parlaient quand on était en réunion l'autre jour au COREPS. Là, ils ont un organisme en partenariat avec les Pays de Loire sur la formation des profs en conservatoire, justement. Et le représentant de la région nous a dit qu'il ne savait pas comment ça va être financé. Donc, les gens qui nous écoutent, là, vous mettez vos enfants dans les conservatoires, il commence à y avoir des points d'interrogation. Comment on va continuer à trouver des formateurs dans les conservatoires si ce n'est pas financé? Voilà. Benoît. C'est vrai. Le Pont Supérieur, ça s'appelle, l'établissement. Ouais. Moi, je suis très attaché au droit culturel. Je trouve que c'est un concept qui ramène effectivement de la démocratie là où il y a souvent que de l'exception. On parle d'exception culturelle, on parle les artistes sont des êtres un peu exceptionnels, mais en fait ils sont essentiels, mais en fait l'important c'est que chacun et chacune puisse aussi être porteur de culture, exprimer sa culture et la partager avec les autres. Cette approche-là, elle se décline dans une vie culturelle beaucoup plus de proximité. Moi je crois qu'à l'avenir on ne pourra plus financer des grands équipements culturels. Ça sera fini bientôt, dans quelques décennies. Je pense que la vie culturelle avec les artistes, avec les professionnels, elle sera diffusée sur l'ensemble du territoire avec des événements de proximité, des lieux très souples qui s'adaptent effectivement à l'accueil de gestes artistiques, des plateaux avec des propositions artistiques, mais ça pourra très bien être aussi un lieu où il y aura un bal, où il y aura un forum, des salles beaucoup plus polyvalentes. Je crois que la culture, la vie culturelle doit se répandre, se déployer sur plein de lieux différents. Moi, je sais que j'ai participé à la création et au fonctionnement du GIP Café Culture, qui est un groupement d'intérêt public Café Culture avec 80 autres collectivités. On aide à l'emploi d'artistes dans des fermes, dans des lieux totalement décalés. Mais parce que ce qui est important, c'est que les artistes soient rémunérés, mais ils peuvent jouer pas seulement sur des plateaux, dans des théâtres, ils peuvent jouer partout. Et dans beaucoup de territoires, notamment les territoires ruraux, il faut qu'on adapte effectivement les ressources culturelles au territoire et à leurs moyens. En tout honneur, Sylvain, tu es obligé de conclure ici sur cette émission-là. Ouais, mais enfin, tout ce qui a été dit, je vais dans le même sens. Je veux dire que je pense que en fait, on a deux choix. On parlait de la choix tout à l'heure plutôt à l'américaine ou plutôt à la française. Je pense qu'on en est là, en fait. Et quand les gens nous disent oui, ça coûte cher, je mets un pied dans la fourmilière, c'est très facile de dire ça. Sauf qu'en fait, tout ça, on va le payer plus tard, en fait. Là, les économies qui font aujourd'hui, ils vont le payer parce que derrière,
ça va produire des gens qui seront mécontents à un moment donné, ça va produire, enfin on sait très bien qu'on n'a pas de culture, ce que ça produit en fait, ça produit pas du bon. Et Benoît disait, parler de territoire, ou peut-être on aura des plus petits spectacles, on n'ira plus dans des grands machins, etc. Mais en fait, nous les radios associatives, je reviens là-dessus, mais en fait on est déjà dans les territoires, donc en fait c'est pour ça qu'il faut nous soutenir et continuer à nous écouter, continuer à venir dans les radios, parce que ce qui marchera, c'est qu'on le fera ensemble sur des territoires, et nous on est déjà sur les territoires, on maille le territoire. Donc en fait, un spectacle, ici on est à l'Espace Galatée, il y a une radio, il peut avoir un bal, il peut avoir un concert, il peut avoir un truc et tout, on est sur des territoires, effectivement c'est peut-être moins gros qu'avant, etc. Mais en tout cas, on a, et je pense, je le dis parce que je crois toujours dans la radio. Je pense qu'on est vraiment des radios d'avenir, en fait. D'accord. Voilà, je remercie Benoît Carrel, Sylvain Delfaux et Rodrigue Bernard pour leur intervention. Et on retiendra qu'une seule chose, le droit culturel. Et puis surtout, on a besoin de vous pour que la culture puisse exister absolument. C'est vous qui déciderez du paysage culturel à venir, parce que aussi bien Benoît que Rodrigue ou Sylvain, ce sont que des petits artisans, mais il leur faut la niaque derrière, et c'est à vous de le faire. Je vous remercie beaucoup. Merci, et je vous dis à une prochaine émission. Ce sera sur la pauvreté.